Avant de vous raconter deux anecdotes de ma vie professionnelle, je vais juste faire un petit rappel technologique. Fin des années 70, sont apparus sur le marché des nouveaux composants électroniques appelés microprocesseurs. Pour mémoire, le 8080, le 6800, puis un peu plus tard le 68000, 8086. Et pour nourrir ces petites bêtes-là, il fallait leur faire développer des programmes. Et ces programmes étaient écrits dans des langages évolués qui s'appelaient l'assembleur ou aussi le Pascal et plus tard le C et maintenant le C++ ou d'autres langages objets. Pour écrire ces programmes, les fondeurs ont été amenés à développer des machines, des ordinateurs, qui permettaient d'écrire et de traduire ces programmes en langage compréhensible par la machine, en langage binaire. Ces machines s'appelaient les systèmes de développement pour microprocesseurs. Donc, début des années 80, Intel et Motorola, qui étaient les deux plus gros fournisseurs, les deux plus gros fondeurs, ont mis sur le marché donc leur propre système de développement. Et 2 ans après, en 1982, Hewlett-Packard, division test et mesure, a mis à son tour un système de développement qui avait un avantage sur ces deux concurrents, c'est d'être multifournisseur, multifondeur, donc ne pas dépendre d'une marque de composants, ce qui laissait donc libre champ aux ingénieurs de choisir tel ou tel processeur. Le premier client historique fut le Knexo, aujourd'hui Ifremer, qui, dans un de ses laboratoires, travaillait sur l'énergie de la houle et avait donc besoin d'intégrer des cartes électroniques dans des petits volumes, et donc avait un usage assez évident de microprocesseurs. D'où l'intérêt pour eux de faire l'acquisition d'un système de développement, en l'occurrence celui que je commercialisais, et qui marchait très bien, jusqu'au jour où le chef de laboratoire me téléphone et me dit « Monsieur Marivin, il y a un problème, il y en a marre, votre système n'arrête pas de se planter, et on vient de perdre 1 semaine de développement, c'est pas possible, faites quelque chose. » Donc moi j'étais commercial, je fais appel au service après-vente, qui intervient sur le site chez le client à Brest, qui passe les tests système, tout va bien, aucune erreur. Le technicien consciencieux commence à ouvrir la machine, regarde ce qui se passe dedans, tout va bien. Alors le client est perplexe, il dit non, je vous assure, votre système se plante régulièrement. Bruno, mon collègue, très têtu et très professionnel, voulait comprendre ce qui se passait, voulait aller plus loin, prend son oscilloscope et commence à analyser les signaux qui étaient présents sur le disque dur. Il faut savoir qu'à l'époque, le disque dur, c'était une machine à laver qui pesait dans les 50 kg et qui avait une capacité gigantesque de 20 mégaoctets. Bref, donc il prend son oscilloscope, fait différentes analyses et se rend compte que à la place du signal d'écriture du disque, il y avait de temps en temps un parasite, qui était probablement la cause du problème client. Pourquoi un parasite? Il n'y avait pas de raison objective de qu'il y ait ce parasite, qui arrivait avec une occurrence de l'ordre du Hertz, 1 fois par seconde. Il est curieux, il regarde autour de lui dans le laboratoire, rien de spécial. Et tout d'un coup, il était accroupi devant le disque dur, devant son oscilloscope, c'était le printemps, les fenêtres étaient ouvertes, il se relève, et qu'est-ce qu'il voit devant lui? Le site de Thomson, actuellement Thales, qui était en train de tester sur leur plateforme d'essai un radar destiné à l'aéronautique, et ce radar tournait. Moralité, une petite capacité de quelques picofarades, judicieusement installée, a réglé le problème définitivement. Toujours en 1982, je venais sur Toulouse à l'Aérospatiale Division Avion, qui avait des besoins de développement de microprocesseurs dans le cadre de la mise au point du nouveau tableau de bord du futur Airbus A320 qui était en cours d'élaboration. Donc j'arrive avec ma voiture, à l'époque, il faut savoir, toujours mon gros disque dur, machine à laver, 50 kg, j'avais une R18 break pour le promener. C'était assez facile, mais c'était comme ça. J'arrive donc dans le laboratoire. Alors, il faut vous dire que ce laboratoire était en cours de réalisation, il n'était pas tout à fait terminé, donc il y avait encore des câbles et des gaines qui traînaient un peu partout. Toujours est-il qu'on trouve une petite place, on s'installe, on branche le système, on branche les câbles, je démarre la machine, rien ne se passe. Perplexe, j'ouvre la machine, je me suis dit c'est le transport qui a fait bouger des cartes, je remets tout en place, je remets l'interrupteur sur la fonction marche, rien ne se passe. Là,
Une fois de plus, je fais appel à mon collègue du SAV local, donc de Toulouse, qui intervient, qui regarde la machine, qui là aussi prend son oscilloscope, parce qu'on travaillait beaucoup avec un oscilloscope à l'époque, et regarde ce qui se passe sur l'alimentation. Effectivement, il y avait de l'énergie d'un côté, mais pas de courant continu, pas de tension continue de l'autre côté. Donc je dis, l'alimentation est en panne, manque de chance, nous étions en phase de développement, en phase de lancement de la machine, les stocks de pièces détachées et SAV n'étaient pas encore arrivés jusqu'à Toulouse, et donc j'étais bien embêté. Donc j'ai passé quelques coups de téléphone à mes collègues parisiens, qui m'ont dit, mais il n'y a pas de problème, le laboratoire de l'aérospatiale étant sur le tarmac de l'aéroport, c'est très facile de faire parvenir par un des avions cet après-midi une alimentation de rechange. Je dis, ok, on y va. Donc quelques heures après, je vais à l'aéroport côté fret, et je récupère mon colis, je le ramène au technicien, qui l'installe, qui branche tout, et on redémarre la machine, rien ne se passe. Alors là, on est tous que pantois, on dit, qu'est-ce qui peut bien se passer? Toujours l'oscilloscope, parce que lui aussi il veut comprendre ce qui se passe, et puis, machinalement, il regarde dans la prise secteur ce qui se passe, il voit un truc qui fait peut-être pas 220 volts, mais il dit, bon, il fait pas attention. Puis il dit, tiens, c'est marrant, la fréquence a l'air curieuse. Il fait pas attention non plus, mais il le dit à voix haute. Et là, tout d'un coup, il y a un ingénieur qui était dans la salle en train de poireauter, en train d'attendre la démonstration, qui dit, attendez, qu'est-ce que vous avez dit là? Lui, il prend l'oscilloscope, il regarde dans la prise de courant, et il dit, merde, on s'est gouré dans les câbles. Alors le merde, tu feras ce que tu veux avec, hein. Mais c'est bon. Et on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, oui, on est sur du 400 Hz. Je dis, c'est quoi le 400 Hz? C'est là où on a appris que dans l'avionique, l'électronique embarquée dans les avions était alimentée avec du 400 Hz, parce que l'intérêt du 400 Hz, ça vous fait des transformateurs beaucoup plus petits, donc moins lourds, même s'ils sont chers, donc beaucoup plus efficaces pour l'avion. Nous avons changé la prise de courant de place, pris sur là où était câblé le vrai secteur 220 volts 50 Hz, et tout a marché comme il le fallait. Nous avons perdu quelque temps, une journée, gagné quelques cheveux blancs, mais conquis un client qui, quelques semaines après, nous passait commande, et tout le monde était content. Ces deux histoires m'amènent à la conclusion suivante, c'est que dans la relation entre un client et un fournisseur, lorsque survient un problème, il faut savoir faire le ménage devant sa porte, balayer devant sa porte, comme on dit, et de s'assurer que l'environnement, les conditions d'environnement, les conditions de fonctionnement d'un appareil sont les bonnes, avant d'accuser soit le fournisseur, soit l'appareil.